Bonjour à tous et bienvenue à cette conférence Aligner transformation et performance pour créer plus de valeur. Alors avant de commencer, et de rentrer dans le vif du sujet, pour les personnes qui sont déjà présentes, est-ce que vous pourriez nous mettre un petit message dans le chat, qui se trouve sur votre droite pour nous dire que vous nous entendez bien, que vous nous voyez bien également? Ça sera le moyen de communication que l'on aura tout au long de cette conférence. Je vois que ça commence à écrire. Bienvenue, Christophe, Demoisy, Emilien, Nouri, Céline, Stéphanie. OK, tout marche. Super. Bienvenue à tous, Céline, Christophe. OK. C'est OK son et image, on vous entend bien, on vous voit bien. Nourri également. Bon, bah, nickel. Ça a l'air de fonctionner, donc on va pouvoir démarrer. Alors encore une fois, bienvenue à tous donc à cette conférence sur, l'alignement des transformations et la performance pour créer, plus de valeur. Alors je suis, Pablo Faucon, responsable des conférences sur le campus. L'expert aujourd'hui, c'est pas moi, c'est Antoine Jude qui est Bonjour. pardon, donc qui est associé principal et chez, dans un cabinet qui s'appelle Ellie Partners. Donc c'est lui l'expert, c'est lui qui va vous parler aujourd'hui. Mais avant de démarrer, en fait, avec Antoine, on aurait aimé vous poser quelques questions pour en savoir un petit peu plus sur vous. Et notamment bah, que cette conférence soit pas un monologue, mais qu'elle soit bien axée sur bah, vos enjeux et qu'on puisse, enfin que surtout Antoine puisse les traiter. Donc, on voulait vous poser trois questions. La première, c'est dans quel business êtes-vous? Ici, le but, c'est de comprendre ce que vous faites, voilà, sur quoi vous travaillez. Est-ce que vous êtes DRH, responsable opérationnel, voilà, votre poste et votre activité. Et ensuite, deuxième question, votre obstacle numéro un en matière de transformation. Ici, l'enjeu, c'est vraiment de comprendre bah, sur quoi il faut travailler, la problématique actuelle qui vous empêche d'avancer. C'est vraiment ça ce que l'on recherche pour essayer d'être le plus précis possible pour avoir un retour précis. Hein. C'est comme ça que ça fonctionne. Et la dernière question, bah, c'est votre échéance. Est-ce que c'est quelque chose sur lequel il faut travailler d'ores et déjà, dès maintenant, ou est-ce que bah, il y a un peu plus de délai et c'est plus pour 2025 à moyen ou long terme. Essayez de répondre dans un seul et même message pour faciliter la lecture et qu'on puisse vraiment traiter un par un. On va prendre quelques minutes pour revenir sur ces enjeux-là. Ça sera un moyen voilà, pour la suite de la conférence de mieux axer par rapport à ce qui a été dit. Et Antoine reviendra à la fin sur chacune des problématiques. Mais en tout cas, voilà, un seul message pour faciliter la lecture et on va prendre quelques minutes dans cet exercice-là pour bah, regarder ce qu'il y a comme enjeu. Pour ceux qui viennent de se connecter, je vois qu'il y en a certains qui viennent de se connecter. On vous demande trois questions. Dans quel business êtes-vous? Donc, quel est votre poste que vous faites? Votre obstacle numéro un en matière de transformation, donc la problématique que vous rencontrez aujourd'hui et votre échéance. C'est pour démarrer cette conférence, mieux comprendre les enjeux que vous pouvez avoir et qu'on puisse enfin, surtout qu'Antoine puisse les traiter pendant toute la conférence. Donc, on a Céline qui est en reconversion vers les métiers de l'expérience collaborateur, d'accord, en recherche de postes, donc plus pour information, mais pas encore de problématiques concrètes. Très bien, Céline, c'est très clair. Vous êtes là pour avoir de l'info, se former. Vous êtes au bon endroit. Antoine apportera son expérience. Donc, voilà, je pense qu'il y a des choses à tirer il y a pas mal de choses à tirer de cette conférence. Ne soyez pas timide, hein, le but c'est vraiment dans l'interaction parce que bah voilà, sans faire un monologue, c'est pas forcément la meilleure des choses.
Donc voilà, soyez pas timide. Agathe, Berthé, Christophe, Dumont, Emilien, Emmanuel, Jean-Michel, Laurent, Stéphanie, voilà. Je vois que ça écrit, donc on va attendre quelques réponses. Alors, Emmanuel, facilitatrice et coach. J'ai des équipes en recherche de sens, pardon, d'autres qui ont du mal à communiquer et travailler ensemble. D'accord. Donc là, Emmanuel, vous recherchez des stratégies pour pouvoir avancer sur ces deux problématiques-là, je suppose. C'est ça la question, hein. Et peut-être nous mettre votre échéance. Agathe, directrice commerciale, change management, accompagnement des équipes à changer leurs pratiques dès maintenant. Alors, Antoine, vous me dites, hein, mais on aura peut-être besoin d'un peu plus d'infos, Agathe, sur les objectifs à atteindre et la problématique que vous rencontrez actuellement. Peut-être nous détailler un petit peu plus la situation. Ensuite, Dumont, idem, comme Céline, ok, société de conseil, créée il y a 1 an. D'accord. Et projet de diversification en immobilier province. Alors, ok, Dumont. Alors, on est plus sur des choses de transformation, hein, mais je n'ai pas l'impression d'avoir trop compris la relation entre l'immobilier et l'alignement des transformations. Je ne sais pas si voilà, vous pouvez peut-être préciser. Alors, Émilien, PDG groupe industriel coté en bourse, changement culturel lors de redressement d'entreprise omniprésente. D'accord. Donc, Antoine, besoin d'un peu plus d'infos? Oui, en même temps, ça va venir, hein. L'idée, pour l'instant, c'est d'avoir un ensemble des problématiques des personnes. Donc, pour l'instant, c'est bien. Après, c'est vrai que l'obstacle numéro un dans le changement culturel serait intéressant de le connaître, principalement. Alors, qu'est-ce qui se passe et qu'est-ce qui est en train de se jouer finalement. Ok. Bon, oui, après, il y aura d'autres questions, hein, je suppose, dans la conférence. Donc, ça va permettre d'en savoir un peu plus. Christophe, fondateur d'un réseau de coachs dans la francophonie. Pas besoin urgent, mais pour information sur les leviers de transformation et de performance. Très clair, Christophe. Donc, Emmanuel, vous confirmez que vous êtes à l'écoute de nouvelles stratégies ou d'idées. On est là suite à une transformation de notre organisation qui dure depuis plusieurs années. Ok, très clair, Emmanuel. Stéphanie, mettre l'humain dans la performance, parfois très chiffré, très chiffre, moyen terme. Ok, très bien, Stéphanie. Donc, et vous étiez en transition, ok. Alors, Demoisy, management de l'expérience client dans l'univers du service, obstacle, acceptation des nouveaux outils et de la digitalisation, évolution des rôles, comportements, évolution de la politique managériale, échéance plutôt 2025. Ok, très clair également, Demoisy. Super, merci beaucoup. Alors, Berthé, directrice de la transformation dans une entreprise de prestataires de services, enjeu, acculturer le management aux enjeux et méthodes de la gestion de projets de transformation. Ok, donc ça, c'est très clair, c'est précis. Merci Berthé. Donc, on a pas mal d'infos. Peut-être que Antoine, je pense qu'on va pouvoir Bien. démarrer. Voilà, s'il y a d'autres sujets à traiter, n'hésitez pas à les mettre. C'est juste que le temps passe. Il y a pas mal de voilà, vous avez bien joué le jeu, donc c'est chouette. Mais voilà, on va laisser un peu de temps aussi à rentrer dans le vif du sujet. Donc, je vais laisser Antoine vous présenter les choses. Et moi, je vous dis à très bientôt. Merci beaucoup Pablo pour l'introduction. Merci à tous aussi pour vos éléments, hein, qui permettent à la fois d'avoir des exemples concrets, de voir
en fait qu'on est à peu près tous des agents du changement à différents degrés dans l'entreprise. Je vois des gens qui sont PDG, d'autres qui sont coachs, d'autres qui sont directeurs. On a tous finalement des sujets de transformation, hein, et aujourd'hui, on voit qu'on est dans un monde en totale transition dans lequel les projets de transformation sont soit concomitants, en parallèle, soit se suivent les uns derrière les autres et amènent les organisations à se préoccuper en fait de la conduite du changement de ces projets pour les mettre en réussite. Voilà, et donc du coup, je vais me présenter. Donc, je suis Antoine Jude, je suis l'associé principal en fait d'un cabinet qui s'appelle Elite Partners. Mon sujet à moi, c'est d'accompagner les dirigeants et les entrepreneurs. Alors, je mets à retourner les projets dans la sérénité de la réussite, tout simplement parce que souvent, quand on nous consulte, les projets ont déjà démarré. Si c'est souvent parce qu'ils sont mal engagés qu'on nous consulte ou qu'il y a des problématiques ou des sujets sur lesquels il y a besoin de soutien pour amener la transformation. Et notre objectif, et le mien en tout cas, c'est d'amener de la sérénité dans cette transformation qui fait que ça amène les gens à trouver du pouvoir et des ressources dans l'instant, qui fait que ça amène de la transformation, de l'action et de l'engagement qui permettent de dépasser les obstacles. J'ai une vingtaine d'années d'expérience en conseil, en conduite du changement, hein. J'ai fait une école d'ingénieur, un exécutif MBA, et derrière, je suis rentré dans ce cabinet qui portait un autre nom à l'époque. Et donc, j'ai agi sur à la fois de la stratégie de changement, des ventes, la production, le management, les projets, depuis une vingtaine d'années. Et depuis maintenant 9 ans, je suis passé du conseil aux fonctions support, au conseil aux directions et aux entrepreneurs directement, sur 4 grands piliers de succès dans les transformations. Le premier, c'est l'intégrité, avec plusieurs degrés, hein. Le premier, c'est faire ce qu'on dit, dire ce qu'on fait. Le deuxième, c'est être vrai envers ses valeurs et envers les valeurs de l'entreprise. Et le troisième, c'est type incarnation, être ce que l'on dit, et donc du coup d'être en capacité d'amener un projet en fonction de ce que l'on dit et enrôler les personnes à le suivre. Le deuxième point, c'est le leadership. On va revenir dessus un peu plus tard dans la conférence. Troisième, c'est l'engagement, la capacité finalement à avoir de la clarté dans ses objectifs qui fait qu'on passe de l'envie, du souhait de s'engager à du désir, à ça devient déterminé, je m'engage, j'y vais, à être enrôlé, c'est hors de question que ça ne réussisse pas et qu'on y aille. Et enfin, le dernier, c'est l'enrôlement, c'est la capacité à créer des conversations qui donnent du pouvoir aux gens et qui les amènent à créer une nouvelle possibilité d'être et de fonctionner, qui fait que ça appelle à pouvoir s'engager dans une transformation. Le cabinet, je vais présenter rapidement, c'est un cabinet de conseil en conduite du changement qui est là pour soutenir finalement les entreprises et les organisations et les dirigeants à transformer les organisations et à fédérer, embarquer les équipes sur ces transformations. Souvent, on réduit les transformations et l'accompagnement des transformations à de la communication. On dit plus souvent, en fait, on cherche à mettre de la clarté sur ce qu'on fait et sur ce qu'on a fait et où est-ce qu'on va. Et manque dans plein de plans de transformation la dimension accompagnement auprès. Et donc, nous, on est spécialisé là-dedans à travers 5 grands départements. La compétence et la formation, dans le sens où il faut développer de nouvelles compétences dans l'entreprise pour faire en sorte de développer les nouveaux comportements et arriver au résultat. Le leadership de projet, c'est le soutien à piloter la transformation de manière globale pour embarquer l'ensemble des personnes. L'action sur site et la valorisation, c'est toutes nos compétences et nos ressources pour coacher, on va dire, les managers et les aider à passer à l'action et à faire en sorte de transformer dans le concret les actions de la transformation. L'audit, le conseil, c'est pour éclairer là où les endroits, on va dire, ne sont pas forcément clairs et amener une vision plus grande sur ces projets. Et le ressources, recrutement et placement, c'est des missions de transition sur lesquelles on amène des managers à pouvoir être ressources supplémentaires et amener à la fois le leadership et la dynamique dans ces transformations. Voilà, principalement l'activité du cabinet. Je vais aller dans le vif du sujet en partageant quelques définitions parce que le sujet de créer de l'alignement entre la performance
et la transformation est un sujet récurrent qu'on rencontre dans les entreprises. Et si vous êtes là, c'est aussi parce que vous avez été appelé par la thématique. Quand on regarde les définitions, la performance, on est plus sur de l'efficacité, de l'efficience, des indicateurs sur de la performance court terme et sur un état actuel, finalement, sur des activités qui sont présentes. La transformation, en général, ça représente un changement stratégiques, opérationnels, qui redéfinissent des structures, des mentalités. Ça apporte une vision à plus ou moins long terme avec des actions qui sont disruptives. Donc, on amène du coup du changement et il y a une dynamique humaine qui est essentielle pour que les personnes s'y retrouvent et aient envie de s'engager dans ces actions-là. C'est plutôt tourné vers le futur. Voilà. Et donc, on se frotte, en fait, quand on amène un projet de transformation, et en général, en plus, les managers en ont plusieurs en même temps, à un grand écart qui fait que le manager est souvent pris en étau entre, on va dire, de la performance qu'on lui demande de délivrer au quotidien et gérer et amener de la transformation qui est plutôt un investissement sur le futur. Ayant dit ça, en fait, on se frotte du coup à un désalignement et on peut se poser la question de pourquoi c'est complexe en fait d'aligner performance et transformation. Et il y a plusieurs sujets. En fait, déjà, que j'ai commencé à le déflorer, c'est l'opposition de temporalité. Quand on fait de la performance, on est sur du court terme, on cherche à maintenir de la stabilité, on focalise sur optimiser ce qui existe déjà. Et quand on fait de la transformation, en fait, on est sur du long terme, on cherche des déséquilibres temporaires pour amener un nouveau positionnement et à atteindre une nouvelle réalité qui est améliorée. Et donc, du coup, il y a des tensions dans la prise de décision des managers entre le court terme, le moyen terme, le long terme, et amener de la dynamique au quotidien dans les équipes. Deuxième point, c'est le conflit de priorité. Du coup, il y a des exigences de performance qui sont immédiates. Et de l'autre côté, on a des transformations qui nécessitent du temps, des investissements et une tolérance souvent à des phases de sous-performance, hein, parce que quand on amène de la transformation, on n'est plus sur quelque chose qui est linéaire, on est plus sur quelque chose qui est sinuosidal, et il y a tout à gérer ces priorités et des conflits qui subviennent, qui fait qu'on a des résistances à ces moments-là. Après, il y en a d'autres qui l'ont abordé, je ne sais plus qui c'est qui l'a abordé dans le chat, mais c'est que dans le changement et dans la transformation, il y a souvent une rupture culturelle, dans le sens où il faut changer les mentalités et que ça peut provoquer du coup des résistances d'un autre ordre quand on touche à la culture, c'est-à-dire finalement aux valeurs pour lesquelles on a été soit embauché dans l'entreprise ou à laquelle on adhère et qui sont en train de changer avec la transformation qui est menée et qui fait qu'il y a des résistances plus fortes humaines. Il y a des ressources qui sont limitées. Quand on utilise des efforts pour maintenir une performance élevée au quotidien, ça peut mobiliser plein de ressources, déjà humaines, financières, technologiques, qui rendent difficile le financement et un focus aussi sur des initiatives de transformation. Et donc, du coup, il y a de l'allocation de ressources à faire au quotidien pour ces managers. Et enfin, il y a des succès, une mesure de ces succès qui est contradictoire. Ce n'est pas les mêmes KPI dans les métriques, on va dire, au quotidien de performance et les métriques de transformation qui sont plutôt des succès dans l'innovation, des adoptions du changement. Et donc, du coup, ça demande à intégrer ça dans les mesures de performance. Voilà pour déflorer le sujet et pour vous amener aussi une autre réflexion. Je vous propose d'interagir encore un peu ensemble et de faire des choix. Voilà, c'est une activité que j'ai intitulée ceci ou cela. Donc dans le chat, ce que je vais vous demander, c'est de répondre aux questions. Un, si c'est la première option, deux, si c'est la deuxième option, et d'expliquer votre choix si vous le voulez ou si vous le pouvez. Alors, c'est 5 petites questions qui permettent d'amener le sujet à un autre endroit.
Alors, je compte sur vous. Question 1. Est-ce qu'il est préférable de se concentrer sur la performance ou sur la transformation? C'est-à-dire, quand on est manager, quand on est dirigeant, à un moment donné, on a ces deux-là. Et quand il faut faire des choix, qu'est-ce qu'il vaut mieux faire? Sur quoi il est préférable de se concentrer sur la performance? Donc, option 1, performance. Option 2, transformation. Donc, on a alors un certain nombre de personnes qui disent la solution 2. Et alors, j'ai une explication. Merci pour l'explication, Emilien. 2 au bout de mon 3e turnaround, c'est ma conclusion. D'accord. OK. Donc, c'est ce qu'on voit. Et puis, alors, il y a d'autres personnes qui ont mis 1, d'autres qui ont mis 2. Option 2, si toutefois les règles de temporalité sont claires dès le départ. Alors, OK. Donc, du coup, on voit que c'est plutôt la réponse 2, si j'ai bien compris. Plutôt transformation pour l'instant qui est dite. OK. Alors, deuxième question. Lors d'une transformation, est-il préférable de demander aux managers de montrer qu'ils sont courageux ou qu'ils sont sûrs, stables et sereins? À votre avis? Donc, option 1, courageux. Option 2, sûr, stable et serein. Donc, on a du 2, on a encore beaucoup de 2. Sûr, stable et serein. OK. OK. Donc, je vois que c'est unanime sur la 2. 2 pour la sérénité. C'est leur faire confiance. OK. Merci beaucoup. Troisième question. Est-ce qu'il est préférable d'aligner l'ensemble des parties prenantes sur un même objectif ou, si c'est à choisir, soutenir les parties prenantes, à savoir piloter dans l'incertitude? Réponse 1, aligner l'ensemble des parties prenantes sur un même objectif. Option 2, apprendre à savoir piloter dans l'incertitude. Et donc là, on voit que c'est plutôt la réponse 1. OK. Quelques-uns qui disent 2. OK. OK. 1, mais avec un nombre réduit de personnes qui adhèrent. OK. Donc c'est bien. Merci beaucoup. Question 4. Est-ce qu'il est préférable, du coup, dans une transformation, d'être un visionnaire ou d'être un gestionnaire? Là, j'ai réponse 1, 1. Les deux, me dit Berthet. OK. Alors, je comprends, les deux, évidemment, c'est l'évidence. On préfère être tout. Et en même temps, et parfois, la difficulté des dirigeants dans les transformations, c'est d'avoir à choisir et à prioriser. OK. Question numéro 5 et dernière question. Est-ce qu'il est préférable de se développer soi-même dans une transformation, est-ce qu'il est préférable de se développer soi-même finalement en tant que dirigeant à propos de la transformation, de se faire soutenir, ou de faire soutenir les autres, c'est-à-dire ceux qui mènent la transformation, ceux qui produisent les résultats? Donc option 1, se développer soi-même. Option 2, investir dans les autres. Et donc là, j'ai plusieurs options, certains qui disent 1, d'autres qui disent 2. 2, car si on développe les autres, on se développe en tant que dirigeant. OK. Définition même du leadership. OK. OK. Bien. OK. Merci beaucoup pour vos réponses. Donc, je vois que c'est à la fois, il y a du partage et puis il y a plutôt des alignements. La solution qui vient comme une réflexion, à la lumière des différentes expériences que moi j'ai pu avoir et que l'entreprise a pu avoir, pour répondre à cette question-là, qui est la question de comment on aligne performance et transformation. En fait, ça vient de la réussite d'un double alignement qui dépend de la capacité des leaders à communiquer une vision claire qui intègre à la fois la performance actuelle et la transformation future.
Et le deuxième grand point, c'est la capacité à créer des synergies entre les deux objectifs, en expliquant en quoi la transformation nourrit la performance à court ou moyen terme. Alors quand on a dit ça, on a tout dit, et à la fois, on n'a rien dit. Sauf qu'il y a un mot là-dedans qui est important, et je crois que quelqu'un l'a dit tout à l'heure, je ne sais plus qui, mais c'est la personne qui dit que c'est la définition même du leadership. C'est qu'en fait, la clé de la réussite pour aligner la performance et la transformation, c'est ce qu'on va appeler le leadership. Dans le leadership, souvent, et dans les transformations, ce qu'on ne voit pas, ce que les gens ne voient pas, c'est que en réalité, le ROI peut être ultra rapide. Comme on peut le voir sur la photo, hein, alors c'est évidemment quelque chose de simplifié. On voit que sur la photo, il suffit juste de remplacer la roue carrée par la roue ronde et techniquement, ça va être beaucoup plus rapide. Mais qu'est-ce qui prend du temps? La capacité à attirer l'attention des gens, leur montrer en quoi finalement ça va être une opportunité, une possibilité pour eux, de l'essayer et de les aider à réussir avec cette transformation. Et techniquement, c'est là où tout le ROI finalement des transformations part et perd, c'est dans la capacité, on va dire, d'enrôlement des personnes dans ces transformations, le temps passé à les convaincre et à les aider à produire le résultat avec les nouvelles possibilités de la transformation. Alors, ce qui amène un sujet, c'est comment on définit le leadership. Et une version simplifiée du leadership, c'est la capacité des personnes, finalement, à créer un avenir désirable, collectif et inspirant dans lequel chacun a envie de s'engager. Donc, ça veut dire que c'est une compétence. Alors, il y en a qui l'ont, nous, on va le dire comme ça, à peu près. D'autres, plus lyriques, comme Saint-Exupéry, l'ont imagé. Avec, j'ai pris sa citation qui est si tu veux construire un bateau, ne rassemble pas tes hommes et femmes pour leur donner des ordres, pour expliquer chaque détail, pour leur dire où trouver chaque chose. Si tu veux construire un bateau, fais naître dans le cœur de tes hommes et femmes le désir de la mer. Donc ça amène le sujet du leadership comme une compétence et comme une capacité finalement à faire en sorte de développer une compétence, une capacité d'enrôlement qui fait que les gens se trouvent engagés dans une transformation, si je le dis avec d'autres mots. Alors, et pour l'imager aussi par rapport à la thématique, j'ai pris une vidéo, alors je vais vous la passer. Je vais la commenter en même temps. Je pense que vous la voyez. Hein, vous voyez que c'est quelqu'un qui est là, qui essaie de faire tourner des assiettes et qui met son énergie à tourner des assiettes, qui voit qu'à un moment donné, il peut en rajouter une autre. Donc, on imagine un nouveau projet de transformation. Un autre, on essaie de faire en sorte de faire avancer la performance et il déploie une énergie phénoménale, finalement, pour faire avancer toutes ces assiettes en même temps. Et on voit, ben voilà, il en casse une, il en remet une autre, il y remet de l'énergie. Et c'est ça le sentiment de saturation et d'épuisement en fait, que peuvent avoir les managers dans les transformations, c'est qu'en fait, ils voient les choses les unes derrière les autres, les choses, les projets les uns à côté des autres, sans potentielle connexion entre eux. Et donc, du coup, ils passent de l'un à l'autre, en permanence, ce qui fait que ça leur donne un effet de saturation et qui fait que le prochain projet de transformation, c'est un autre épuisement, c'est une nouvelle fatigue, c'est un nouvel effort pour pouvoir aller chercher l'énergie à la fois pour le mettre en œuvre et à la fois pour en tirer les résultats. Et sans voir qu'en fait, du coup, et c'est là, donc là on voit l'autre possibilité qui est là, c'est qu'on voit des femmes qui sont en capacité de faire tourner ces mêmes assiettes, cette fois-ci en utilisant juste leurs mains, au même endroit, en connectant les projets ensemble et en donnant un même sens en fait aux assiettes qui fait qu'à la fois elles tournent ensemble, à la fois il y a de la synergie
et à la fois, on va dire, il y a du ROI, dans le sens où elles sont capables de bouger et il y a une certaine sérénité dans leurs actions. Bon, cette image a été intéressante à prendre, je pense. Pourquoi? Parce que, en fait, la compétence à savoir faire tourner plusieurs types d'assiettes en même temps, c'est évident que c'est la solution, là, quand on le voit, mais on ne voit pas face à face forcément dans les entreprises, dans les organisations, que le leadership, vu comme la capacité à créer un avenir, comme une possibilité pour les gens dans laquelle les gens ont envie de s'inscrire, se reconnaissent et ont envie de passer à l'action, comme une des compétences clés et de base pour faire réussir les transformations, et notamment aligner performance et transformation. Alors, tout ça, ce que je vous dis, en fait, ça a été théorisé par une personne, enfin plusieurs personnes, une qui s'appelle Erhardt et Jensen à Harvard, qui s'appuie du coup sur cette définition du leadership et qui amène du coup des possibilités pour savoir comment développer le leadership des équipes et qu'est-ce que ça veut dire quand on manage des transformations, quand on manage des projets et qu'on veut faire avancer une entreprise ensemble. Et ils ont distingué 3 lois qui donnent du pouvoir au leader, alors que je vais vous détailler un petit peu par la suite. Donc, je les ai affichés ici, mais c'est surtout que ça crée, en fait, cette capacité-là, ça crée. Donc là, c'est comment est-ce qu'on crée une vision qui intègre à la fois performance actuelle et transformation future. C'est dans la capacité, du coup, à générer ces 3 lois. Alors, la première de ces lois, c'est que le rendement des gens va de pair avec leur perception des situations. Et ça paraît, en fait, à la fois simple et à la fois, il y a plein de gens qui l'oublient. C'est que souvent, on a affaire, on se dit, OK, qu'est-ce qui va faire la performance? C'est la volonté, c'est l'obstinaterie, c'est la ténacité. Et en fait, eux, ce qu'ils ont vu, c'est qu'en fait, ça va avec la perception des situations, dans le sens, est-ce que j'ai du pouvoir dessus ou est-ce que j'ai pas du pouvoir dessus? Et l'exemple qui peut être donné dans une entreprise, c'est que quand une équipe ou des personnes voient un changement de direction comme une menace, en fait, et que ça va amener à des licenciements, par exemple, à ce moment-là, ils vont se mettre en résistance, hein. Et donc, du coup, ils vont freiner le projet. Donc, un des premiers points, c'est de les aider à éclairer tous les pans, en fait, de la transformation qui est opérée et du changement d'alignement. Dans le sens où, alors c'est l'image qui est prise ici, c'est que quand on voit l'image qui est projetée sur le mur du côté rouge, on voit un carré, du côté bleu, on voit un rond, et finalement, si on reste sur le carré, qui est peut-être que la menace, au lieu de regarder aussi les opportunités qui sont de côté bleu, on ne voit pas l'ensemble de l'image et donc du coup, on n'a pas de pouvoir dessus. Ce qu'on voit, c'est plutôt soit de la perte et de l'autre côté, on voit que du gain. Et qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? En fait, on n'est pas en lien avec la transformation, on n'a pas de pouvoir dessus. Donc la première chose, c'est de bien comprendre que ça va, en fait, avec qu'en gros, le rendement de la transformation va être relié à la perception des gens qui ont cette transformation. La deuxième loi, alors j'essaie de passer, hop, voilà, c'est que la façon de percevoir la situation, en fait, elle prend naissance dans le langage, dans le sens où on va se dire quelque chose par rapport à ce qu'on est en train d'observer. C'est le jeu alors des ombres chinoises, hein, si on prend ça de manière simple, on imagine qu'on voit un loup qui est projeté, par rapport à sa sensibilité au loup, eh ben, on va avoir une certaine réaction de peur ou peut-être d'étonnement ou quelque chose comme ça. Mais on ne va pas avoir de pouvoir dessus, on va rester dans la sensation, en fait. Si on voit qu'en fait, c'est une projection, et donc du coup, si dans le langage, on voit que c'est la projection d'une image faite avec des mains, à ce moment-là, on va avoir du pouvoir dans la situation, puisqu'en fait, on va parler sur le langage et ça va prendre un autre sens sur lequel on va avoir du pouvoir.
Et souvent, on reste sur l'image projetée, sur l'ombre, et dans le langage, dans les conversations qui sont en lien avec la transformation et avec la performance, on va rester sur ce qui est dit, mais sur ce qui est perçu de ce qui est dit. Et donc, du coup, on ne va pas avoir de pouvoir pour changer les choses. Donc, la troisième chose qui va permettre de changer ce pouvoir et cette transformation, c'est ce qu'ils ont défini sur la troisième loi, c'est d'avoir un langage qui est axé sur l'avenir, qui va transformer la façon en fait de voir les situations. Une des images que j'ai bien voulu prendre, en fait, c'est celle d'un bateau qui est pris dans une tempête. On peut imaginer que c'est une entreprise qui est soit en difficulté, soit qui traverse une grosse période de tempête. Si le capitaine du bateau et les personnes qui sont sur le bateau sont focalisées sur finalement la tempête, sur les difficultés, sur comment s'en sortir et qui sont envahis par la peur et l'incertitude, à ce moment-là, ils ne vont pas avoir de pouvoir. Chaque manœuvre, en fait, elle devient une réaction aux éléments. Hein, et donc, on tourne en rond, on attend que la tempête passe. Et à ce moment-là, potentiellement, si on a tenu, le bateau ne va pas se renforcer. Si par contre, dans cette tumultueuse, on reste fixé sur le cap que l'on avait, par exemple, dans le Vendée Globe, d'atteindre un endroit ou d'atteindre une île ou un truc comme ça, toutes les ressources du bateau et des équipes vont être mobilisées pour avancer dans ces situations-là, garder le cap et voir du coup la tempête comme un obstacle court dans lequel, en fait, ça va demander à l'équipe de s'organiser autrement pour mettre le bateau en position de résister aux obstacles et d'avancer dans la tempête. Et donc, à partir du moment où on a ces sujets-là et qu'on arrive du coup à créer cet avenir d'une page, on va dire, vierge et de transformation, on va pouvoir amener de la clarté dans la transformation et surtout relier la performance actuelle avec la transformation future, dans le sens où on est déjà en transformation. Mais alors, du coup, sur le deuxième point, qui est comment est-ce qu'on installe ça dans cette dynamique dans les équipes via le management, et comment est-ce qu'on fait pour relier les objectifs ensemble. Nous, notre façon de voir les choses, elle se fait à travers un modèle que je vais vous présenter, qui s'appelle le leadership performant par alignement. Alors, je vais vous présenter juste un schéma, un concept, hein, qui est derrière quelque chose qu'on déroule en formation, hein, ou en coaching ou en conseil pour aider les entreprises à s'approprier cette méthodologie qui va permettre à la fois de délivrer de la performance et d'engager la transformation au niveau des équipes de management, que ça puisse être des opérateurs, des vendeurs, ça peut être dans les comment on appelle ça, dans les directions informatiques, dans les achats. Enfin bref, c'est une méthodologie qu'on a fait depuis une vingtaine d'années, qu'on a développée dans plein de départements et dans plein d'entreprises. Alors ça part du constat que sur la performance, en fait, déjà il y a des indicateurs. Alors j'ai mis quelques indicateurs là pour la vente en haut et pour la production sur un site de production par exemple en bas. On va la caractériser en donnant des indicateurs, chiffre d'affaires, volume, marge, etc. Et il s'agit de regarder l'évolution de chacune des tendances sur la performance. Alors, qu'est-ce qui produit cette performance? Un des premiers éléments, c'est les facteurs externes, c'est-à-dire, par exemple, les changements politiques en ce moment, avec Trump qui arrive, les changements de régulation, les changements, ça peut être même parfois le temps, les référencements, les choses comme ça. Tout ce qui fait qu'en fait, finalement, sur le marché, en fait, il y a des choses qui changent. C'est ce qu'on va appeler des facteurs externes. Et ça joue sur la performance. On va dire que les équipes n'ont pas de pouvoir dessus dans le sens sur ce changement, mais elles ont, et notamment les managers vont avoir du pouvoir pour changer la perception par rapport à ces facteurs externes. Ensuite, il y a les facteurs internes, par exemple la politique qualité, la politique achat, et dans les facteurs internes, on va mettre les projets de transformation des organisations qui jouent sur la performance à court terme et à moyen terme, et du coup, qu'il s'agit de regarder comment est-ce qu'on change cette perception pour donner du pouvoir aux gens.
Mais principalement, où est-ce que ça va jouer? Ça va jouer sur l'activité au quotidien des personnes. Et l'activité des personnes, c'est pour une équipe de vendeurs, par exemple, l'orientation client, c'est-à-dire le temps qu'on va passer à parler à tel ou tel type de client, et quels sont les types de clients qu'on est en train de changer en lien avec la nouvelle politique commerciale, par exemple. C'est l'orientation produit, c'est le temps que je vais passer à parler de tel ou tel type de produit. C'est l'organisation du temps, comment je structure ma journée pour valoriser chaque moment. C'est la qualité de travail, c'est-à-dire le temps que je vais mettre, enfin, et la qualité dans le sens qu'est-ce que je vais générer comme valeur dans mon travail dans un temps contraint. Et la quantité de travail, évidemment, c'est pas la même chose si je travaille 3 heures par jour ou si j'en travaille 7. Forcément, ça va agir sur la performance au quotidien. Et alors, qu'est-ce qui fait que du coup, la performance, enfin, l'activité va produire la performance en lien? C'est les compétences en fait des personnes. Donc, les connaissances qu'ils peuvent avoir, les aptitudes, les motivations. Alors, qu'est-ce qui fait? Parce que ce qu'on cherche en fait dans les transformations, ça va être à faire une performance supérieure ou différente, en fait, d'année en année, de mois en mois. Et donc, du coup, on va mettre le focus sur le développement de la performance. Et donc, souvent, les managers, ils s'arrêtent là, en fait, dans les transformations. C'est qu'on fixe des objectifs de performance et on pousse. Et on pousse. Donc, si jamais on était en capacité de produire des résultats différents ou meilleurs, en fait, avec la même activité, ça veut dire qu'il y a des coups de pied au cul qui seraient perdus les autres années. Donc, ce qui est un peu obligatoire, c'est que l'activité, eh ben, elle doit être aussi supérieure ou différente. Et donc, du coup, amener les personnes à générer cette performance différente. Enfin, bah, ça veut dire aussi qu'en termes de compétences, il faut faire évoluer les gens. Donc, ça veut dire aussi que quand on veut amener une transformation, il ne s'agit pas uniquement de générer les résultats en termes de performance et de les projeter, mais aussi de descendre au niveau de l'activité et de descendre au niveau des compétences pour ensuite remonter, développer les compétences qui sont nécessaires pour développer une activité qui va jouer dans les 2-3 prochains mois et une performance qui va arriver dans les 3, 4, 5, 6 mois derrière. Donc une transformation, en fait, ça peut aller très vite quand c'est bien pris au bon niveau. Et ça, c'est le rôle, en fait, du manager de proximité ou du manager de manager dans l'aide, la planification, le suivi et le contrôle de ces actions et du coup d'aligner au fur et à mesure finalement le développement des compétences d'activité en lien avec une performance qui va vers une transformation. Et donc, ça, c'est, on va dire, c'est le modèle général. Hein, évidemment, ça demande d'être spécifié, c'est ce qu'on fait en formation. Hein, c'est des formations qui durent, alors ça peut durer normalement 4 fois une journée à des intervalles différents, qui fait que derrière, on descend l'ensemble du plan de transformation auprès des managers et qui amène ensuite tout ça au niveau de leurs équipes et donc du coup qui permettent d'implémenter à la fois le plan et le développement des compétences au quotidien via le management. Je vois qu'il ne reste plus beaucoup de temps, mais pour illustrer ça, on a fait ça par exemple dans un laboratoire pharmaceutique récemment, dans un site de production où il y avait des problématiques de performance donc on a fait un premier audit pour essayer de regarder qu'est-ce qui était en train de se jouer et notamment ce qu'on a vu c'est qu'en termes de management ils étaient très fortement axés sur de la performance et il manquait de l'activité et il manquait de la compétence et donc du coup on les a aidés à se réaligner à la fois en termes de management pour remettre du dynamisme et du leadership au quotidien pour fédérer les équipes et les amener à la fois produire le résultat et se mettre dans un projet de transformation qui est un projet d'agrandissement. Bon, les résultats sont très très forts, dans le sens où ça a fait plus 20% en termes de volume et à la fois ça réduit le turnover des personnes, l'absentéisme et
aujourd'hui, ils ont retrouvé une dynamique collective qui leur permet d'enclencher un autre projet en plus derrière sur lequel on est sollicité et amener du coup aussi de la réduction de pertes sur ce sujet-là. Bon, on a fait ça aussi encore dans un grand groupe de services financiers. Je ne vais pas rentrer dans le détail parce que je vois l'heure. C'est donc du coup, ce sera une de mes propositions pour la suite. C'est que tout ça, c'est des choses. Souvent, les entreprises sous-estiment en fait la conduite du changement. Et les études le montrent, c'est que en gros, il y a 74% de chances que sans conduite du projet, votre projet, il atteigne les résultats prévus. Soit parce qu'il dépasse le budget, soit parce que ça va pas apporter tous les bénéfices. Et puis, parce qu'il y a des projets qui peuvent ne pas être achevés dans certains détails. Donc, en fait, en se faisant accompagner, vous avez 78% de chances de réussir votre projet versus non accompagné. Alors, qu'est-ce qu'on fait en termes d'accompagnement? On peut vous fournir des ressources. Un manager de transition, par exemple, pour stimuler l'action, souvent, il manque une ressource supplémentaire pour pouvoir générer et mettre de l'initiative. On peut vous la trouver et la piloter avec vous. Formez vos équipes, notamment au leadership par alignement, la méthodologie que je vous ai montrée, qui fait que du coup, ça va impacter l'ensemble de la transformation et ça va les mettre en mouvement. Ça peut être du coaching, où on aide vos managers à actionner les plans d'action, du conseil pour éclairer où sont les dysfonctionnements dans votre plan de transformation qui fait que vous rencontrez ce genre de résistance aujourd'hui, et puis du leadership de projet, où on peut vous aider à transformer en ajoutant un pilote en conduite du changement et éclairer vos réflexions. Voilà, je vous dis merci et je vous propose, pour ceux qui ont encore un peu de temps, de rester et peut-être de répondre à certaines des questions ou des réflexions qui vous sont venues pendant cette présentation. Voilà, je vois qu'il y a certains qui ont commencé à partir. Donc, Émilien, je vous laisse pour être intéressant pour notre 3e ligne de manager. Bonne journée à tous. Merci. OK. Merci, Émilien. Est-ce que vous avez peut-être d'autres questions ou je peux peut-être revenir aussi au sujet que vous aviez amené au tout début. Si ça vous va, peut-être que vous pouvez le reposer. Je me rappelle, il y a, je crois que c'est Agathe, donc Émilien est parti, Emmanuel ou Agathe. C'est pas Agathe. OK. OK. Si c'est Agathe qui était directrice commerciale dans la GMS, avec des problématiques de change management et d'accompagner les équipes à changer leurs pratiques. Alors, pour votre information, Agathe, on a une longue expérience dans les changements de pratiques commerciales, notamment dans les entreprises où on aide et on soutient notamment à la fois le management et les équipes commerciales, c'est en général comme ça que ça marche mieux, à transformer les postures et la perception de ce qui est en train de se jouer, qui fait que ça crante mieux. Voilà. Bon, je vois qu'il y en a certains qui commencent à quitter. Merci beaucoup d'avoir été jusqu'au bout, déjà jusque-là. OK. Voilà. Je comprends les gens qui partent. C'est vrai que c'est l'heure, largement. J'ai même dépassé. Donc, merci beaucoup d'avoir été présent. Si vous avez quelques questions, je suis là encore 5 minutes et je serai ravi de pouvoir répondre à certains sujets. Alors, Emmanuel, exemple, des testeurs vont créer une communauté. Comment les amener à définir leur communauté? Alors, j'essaie de comprendre la question, Emmanuel. Des testeurs vont créer une communauté. Donc, des gens qui testent un changement vont créer une communauté. Je vais vous dire comment je comprends la question. Comment les amener
à définir leur communauté. Donc à définir le sujet de leur communauté. Alors j'avoue, je comprends pas totalement de quoi vous parlez, Emmanuel. C'est toujours la difficulté aussi du chat, hein, c'est que ok, une équipe de testeurs informatiques. Voilà, ok. Doit définir une communauté d'expertise. Ok. Et donc, j'entends le sujet. Ok. Pour l'instant, je vois pas de difficulté à créer ça. Je vois pas où est le point qui pourrait être embêtant là-dedans. Ah, quels sont les 3 points importants pour créer l'enrôlement? Ah, ok, d'accord. Ils ne sont guère motivés à créer leur communauté. Ok, je comprends. J'essaie de réfléchir par rapport à des sujets aussi qu'on aurait pu traiter. Bon, l'enrôlement, c'est en fait, ça se déroule en 4 phases, l'enrôlement. C'est d'abord la création de la relation, qui je suis pour vous, et qu'est-ce que j'apporte, et quelles possibilités, enfin, et où est-ce que je veux vous emmener. Donc en général, dans cette conversation de relation où on démarre finalement la communauté, alors je ne sais pas si c'est vous qui devez créer cette communauté ou si c'est eux, c'est-à-dire que le porteur du projet, en fait, finalement, il crée un événement dans lequel il va pouvoir partager. Moi, je vois beaucoup ça dans les, dans les entreprises où quand il y en a un qui cherche à créer une communauté, en fait, il commence déjà à diffuser un moment de partage où justement il va présenter quel est l'objet de la communauté. C'est-à-dire qui il est, pourquoi c'est intéressant d'y être, qu'est-ce que lui cherche et en quoi lui va être porteur de cette communauté, et à ensuite amener une nouvelle possibilité, c'est-à-dire cette communauté, qu'est-ce qu'elle résout comme sujet que les personnes sans cette communauté ne pourraient pas résoudre, et donc du coup, qu'est-ce que ça offre aux gens qui sont à l'intérieur et qui veulent aussi s'y engager. Et à ce moment-là, en fait, va pouvoir commencer à émerger des opportunités de pouvoir calibrer comment cette communauté peut fonctionner en termes de fréquence, en termes de structure de gouvernance, et ensuite, va venir l'appel à l'action dans qui veut s'enrôler en fait dans cette communauté. Ok. Donc oui, vous prévoyez un atelier. Ok. Et ils sont guère motivés. Bon. Ok. Bon, ce que je vous donne, je ne peux pas donner beaucoup plus de choses parce que je manque quand même un peu de contexte et le chat c'est un peu limité. Prenez un rendez-vous si vous voulez dans l'agenda, Emmanuel, et puis on pourra en discuter une vingtaine de minutes. Ok. Écoutez, je vous remercie beaucoup à tous et toutes. Merci d'avoir été présents, d'avoir interagi avec moi, et je vous dis à bientôt. Merci beaucoup.